Le gros là, c'est maintenant. Le gros passage, et ça va durer jusqu'à début juin quand même. À la fin du passage, c'est début juin. Donc certaines sont déjà en train de faire leur nid sur les villages du bord de mer chez nous. Et d'autres structures censées amener du boulot, voilà, et de la richesse. Et devant ce côté un peu compliqué, bon ben voilà, l'État et la préfecture a décidé que le Procénière était le mieux placé et qu'ils aient tant contribué à la création de cette rivière et qu'on leur dise après, c'est pas vous qui la gérez la rivière. Comme celui-là par exemple. Vous voyez, ce gros bloc là, il y a plus de blocs. Voilà ce qui se passe. Donc c'est les premières marques qu'on va rencontrer. Ne vous inquiétez pas, on va en voir plein et puis des fois des mieux, bien sûr. Mais il faut commencer par les moins bien. Donc une marque est déjà très nettement en train de s'assécher. Mais vous le comprenez bien, la roche étant imperméable, elle ne peut. Soit ils sont vraiment volants et ils viennent ici, ils s'installent là et puis quand la mare s'assèche, ils s'en vont. Ils vont ailleurs. Voilà. Pourquoi? Parce que la profondeur de la mare, l'alimentation en eau qu'elle reçoit, le cœur du cours d'eau, les sédiments qui s'y déposent, tout ça change d'une mare à l'autre et change les conditions. Et les conditions qui changent intéressent telle ou telle bestiole, telle ou telle plante, qui s'y retrouve, qui s'y retrouve pas. Notonectes, des punaises aquatiques qui sont encore jeunes, elles vont devenir 3-4 fois plus grosses quand elles seront adultes, on va en trouver sûrement, mais on les trouvera dans des mares un peu plus importantes. Et il y avait un gérif tout à l'heure, je ne sais plus où il est parti, qui courait à la surface de l'eau. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est caché. Bref. L'arc qui nage à l'envers, et c'est une punaise. Et comme toutes les punaises, est un piqueur. Alors les punaises piquent des plantes, piquent des humains, celle-là elle pique tout ce qui va se poser à la surface de l'eau et qui malheureusement n'est pas adapté à marcher sur la peau de l'eau. Un papillon, une guêpe qui va venir boire sur l'eau, peut se poser sur la surface de l'eau mais va rester collé. Pour être tranquille. Ah bah regardez, il y a une grosse bestiole là. Le temps que la mare est encore en eau, et il y a assez à manger pour elle en général parce qu'elle gobe les bestioles. Dans un premier temps, et puis après l'argent s'il le faut. Mais si elle préfère venir ici, c'est parce qu'il y a moins de poissons, moins de prédateurs ici. Même si la grenouille est relativement toxique et que peu d'animaux peuvent les manger, il a quand même que les manger. Alors, quand je dis amphibien, c'est le terme un peu plus savant. C'est mieux de dire amphibien que batracien, pour différentes raisons. Les amphibiens, donc, c'est salamandre, triton, crapaud, grenouille et les rainettes, qui sont un petit peu à part. Notre grenouille rieuse, c'est celle-là. Voilà. Et une fois arrivés au stade final de l'évolution tétard, perdent leur branchie, perdent leur queue et voient pousser les pattes et ils deviennent adultes. Ils peuvent être adultes gros comme ça, ça n'empêche. Mais quand ils sont adultes gros comme ça, ils respirent de l'air et ils vivent comme les adultes. Ils peuvent très bien vivre sans eau. Regardez bien, il y en a 6. Parce qu'ils sont deux. 2 petites devant et 4 grandes. Il n'y en a pas deux, il y en a... Ah oui, il y a monsieur, madame, ils sont en train de copuler là. J'avais pas vu. Dans le genre pas lourd. Ah, j'avais pas vu, j'étais trop pressé de vous les montrer. Bah oui, du coup, il y en a 6, ça fait 2. Voilà un célibataire là, voilà, lui c'est mieux. Ah mais ils étaient en train de copuler, je trouvais que c'était un peu bizarre. Parce que du coup, c'est la roche vraiment un peu plus fiable et ça noir et rond sur les berges, ça pourrait très bien être une tortue. Voilà, mais là j'en vois pas, et en plus c'est pas mal bouché. Quand les cours d'eau sont pas activement alimentés en eau et elles estivent, comme ici elle hibernée, quand les cours d'eau sont secs. C'est une espèce de tortue. Ah bah ça moi je compte dirais parce qu'ils font pas attention. Quand elle est en train de sécher ou se chauffer au soleil, on dirait une pierre. Et si elle ne bouge pas, vous ne la voyez pas. Puis quand on entend plouf plouf, on ne sait même pas ce qu'a fait plouf. Ah bah mince, la pierre est partie. Bah oui, c'était une tortue. Voilà. Mais il y en a beaucoup. Et dans la plaine des morts, parce que nos cours d'eau sont temporaires, donc tout ce qui est sous vos pieds, tout ce qui est sur le bord, tout ce qui est visible du pont est du XIe siècle. Mais il faut le savoir, depuis quelques années, plusieurs années maintenant, on a quand même découvert une grande ville romaine. C'était écrit sur des archives de César et tout ça. Il devait y avoir une grande guerre ici qui n'a jamais eu lieu. Les personnes ne savaient trop où était Fort Moconi. En fait, on le sait maintenant, c'est entre Villeban et Canet des Morts. Donc une grande ville, dans les années 100-200 après Jésus-Christ quand même. L'évidence n'est pas usée. Et si on a une ici, pourquoi elle n'a pas le deuxième là? Parce que ça se fait de tailler des rails pour les charrettes dans les endroits où les charrettes pourraient être déportées et tomber dans les fossés pour qu'elles restent bien sur le passage, même si le pilote il est un peu
endormi, voire un peu picolé. Voilà. Et c'était pas plutôt pour récupérer l'eau? Eh ben, exactement. oui. Aujourd'hui, on en est convaincu en comprenant que ce pont est bien d'origine romaine, que c'était une voie romaine, que les Romains étaient bien. Ce canal, ce fossé, qui récupérait l'eau de pluie, et ce fossé est en pente suffisante pour envoyer l'eau à la rivière systématiquement, qui a été rajouté. C'est plein de déchets de différents endroits de la plaine des Morts, et qui lui aussi, soit à lui, permettait de corriger la pente de la roche pour qu'à cet endroit-là, la piste soit relativement horizontale et permettre aux chars, charrettes et aux passagers de marcher tranquillement dans un endroit très particulier, semble-t-il, cet endroit en bas des dalles rocheuses. De ces petites pelouses là, avant la sécheresse, c'est celle-là. L'hélianthème goutte, qui se mélange avec des géraniums ici. Hein, voilà. L'hélianthème a cette problématique. Soit elles sont annuelles, alors il y en a pas mal d'ailleurs qui poussent là. Donc c'est le cas de celle-là, c'est le cas de celle-là. Soit elles sont bulbeuses. Elle est entourée de lavande et de maquis en train de mourir par la sécheresse. Des années qui se répètent et qui sont de plus en plus sèches. Nous avons ici une zone où l'eau s'accumule. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui. Alors c'est malheureusement un petit peu sec, mais quand même, si on s'y approche, on va encore voir ces plantes qui se développent à l'époque où tout ça est très marécageux, très spongieux. Alors elles sont en train de sécher, elles sont censées être vertes. Là ici elles sont déjà un peu mieux là. Je ne sais pas si vous voyez ces petites langues là. Il y en a partout hein, si vous regardez bien. Elles sont là à peu près à taille normale. Elles peuvent être un peu plus grosses, ça dépend des années. Ça, ce sont des fougères. En blague ici. Regardez devant vous, il y en a des pas mal là. Allez là. Là. Ce sont des fougères du joli nom de Ophiogloss. À retenir absolument. Et des fougères archaïques. Je précise encore. Parce que les fougères, pour beaucoup de gens, c'est connu, sont des plantes primitives que la nature a inventées avant les plantes à fleurs. Mais là, nous avons des fougères, c'est une Serapias, ça, quand on pousse. La survie. Et comme ces graines sont extrêmement réactives, dès qu'il pleut et que la température est favorable, ça germe. Donc certaines années, de plus en plus maintenant, on a 2, 3, 4 floraisons dans l'hiver. Alors qu'avant, on les avait en février, pas avant. Maintenant, on les a même vus à Noël. Hein. Voilà, c'est par cycle. Comme dans le désert, hein, il pleut, ça fleurit, ça fane, ça graine et ça partout. Mais là, ça stocke dans leur feuillage, dans leurs racines où elles veulent. Les cactus sont des plantes succulentes aussi. Il faut toucher pour vous rendre compte de ce que c'est. Hein. C'est le nombril de Vénus, on l'appelle comme ça. Il n'aime pas être dans l'eau lui, mais au bord de l'eau quand même c'est mieux. Et les iris nains, c'est leur nom, ils sont naturellement soit violets, soit jaunes, comme lui. Voilà. Mais ici, dans la plaine des Morts et dans certains endroits, dont l'endroit où... Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en peinture, si on mélange du jaune et du violet, on a une couleur particulière. En génétique, le mélange donne tout et n'importe quoi. En blanc qui est très violet sur la partie basse du pétale. C'est pour les marques. Là où... Dans la plaine des Morts, ponctuellement on en trouve hein, en blanc du thym. Mais si vous le connaissez bien, le thym il est très influencé par le sol et ici la silice c'est quand même pas trop son truc. C'est les orchidées, voilà, qui sont déjà passées apparemment. Très fort, Oui. c'est une plante qui n'est pas spécialement rare parce qu'elle est quand même en Méditerranée relativement commune dans ce genre de milieu qui est toujours très limité en taille. Ça se consomme ça? Alors ça se consommait sous la forme d'huile essentielle, C'est bon. rendue réputée, sauf que la plante aujourd'hui est quand même plutôt rare. Même si elle n'est pas protégée. Pas toxique. Ah non, bah, alors, attention, Oui. comme toute huile essentielle, Oui. son usage, Non, mais en c'est tisane, puissant ça. en tisane. Alors, ça je ne sais pas en tisane. non, hein. c'est pas- Quelques herbes en plus, aux iris qui maintenant fleurissent, dans même pas un mois ici, vous aurez des tapis d'orchidées, une orchidée démarrée qu'on appelle l'orchis à feuilles à fleurs lâches. Une orchidée haute comme ça, violette, très très belle, qui fait juste suite aux iris et qui va se mélanger surtout sur les bordures ici, à des plantes qui font des fleurs hautes comme ça, blanches en forme d'étoile, dispersées donc sur le rameau, qu'on appelle le phalangère. Voilà. Donc là, on est en train de passer des iris multicolores, très intenses, et on va passer à une autre floraison dans pas longtemps, avec d'autres plantes, qui sont déjà là, mais voilà, qui sont déjà là, regardez, l'orchidée dont je parle, elle est là. Les fleurs sont là. Ah oui. Là, les premiers pieds sont en fleurs, c'est censé fleurir jusqu'au mois de mai à peu près. Les premiers pieds sont dans le fleur et vous voyez que plus on se retire de la mare, plus ils sont petits. Parce que c'est vraiment ça, ces conditions de vie. Elle est les pieds dans l'eau le plus souvent,
Elle peut supporter un peu de sécheresse, mais elle est censée être dans l'eau. Donc plus elle est dans l'eau, mieux elle est, moins elle est dans l'eau, moins elle est. Mais elle est quand même là. Alors cette plante-là, aussi ridicule qu'elle soit, il n'y a qu'ici, dans la plaine des morts mondiale, c'est la renoncule de Rodier. C'est une renoncule, c'est un bouton d'or. Ah oui. Alors un bouton d'or minuscule, qui est en réalité une sous-espèce. Alors il y a une grosse polémique chez les botanistes, en sous-espèce, espèce à part entière, bon voilà. Parce que dans le monde, il y en a quand même quelques-unes qui ressemblent à celle-là, mais elle a des fleurs avec des pétales extrêmement réduits, alors que les autres renoncules du même genre, elle a donné une espèce à part entière, mais au moins elle est en sous-espèce. Donc la sous-espèce est endémique, et celle d'une espèce, c'est encore plus important. Ah, assuré. Ah, une grenouille. Elle a capturé. Alors, on va voir, attendez. On a parti la batterie. La bougresse. Ah ouais, mais là, pour la capturer, il faut que pardon mon film. Elle est vive. Ouais, bah tu vois bien. Ah, du coup, je fais remuer tout le sac de capture. Enfin, vous l'avez vu, c'est une petite grenouille rieuse. Une jeune. Hein. Non, là, elle est moins rigolote. Elle est partie. Ça a l'air d'être petite marque comme ça, mais ça se cache très bien les grenouilles. Tu changeais de couleur. Et très commun dans la plaine des morts, alors qu'il est très rare en France. Il est aussi commun dans certains endroits du Maghreb, dans les mêmes circonstances qu'ici. Et ce crapaud calamite, c'est un crapaud certes, mais qui ne ressemble pas vraiment au crapaud que vous connaissez vous dans votre jardin. Parce que le crapaud de votre jardin, je vais vous le montrer, de scarabée ou une tête de scarabée en train de se faire manger. Et donc la tactique de ce crapaud, choisir des mares très ténues, pondre 300 à 400 œufs par pont. Ah, la grenouille elle est sortie. Mais là c'est plein de gars, il faut avoir 4 cartes dans le Alors effectivement c'est compliqué, on est d'accord. C'est pas bien, hein. Après il faut savoir où on va à l'avance, pas près de la décharge mais un peu plus loin. C'est réputé aussi pour les orchidées et aussi pour les iris, c'est des endroits un peu particuliers, pour les oiseaux, enfin voilà, il faut préparer son parcours à l'avance. Parce qu'on a leur maison devant la rue, on croit qu'on dérange mais on passe. Bon, on ne passe que les gens qui connaissent en réalité. Mais c'est un petit hameau là-bas qui est très sympa, qui permet de rejoindre la route de la Gaffrenée à la route de...